bonjour. Nous sommes sur le plateau télé, toujours ici au Financial Day à Saint-Étienne. Il reste encore quelques places et nous sommes en compagnie de la société F Initiativas pour parler des dispositifs de financement de l'innovation dans le monde. Je suis en compagnie de Frédéric Boutet. Bonjour Frédéric, bienvenue, merci. On est ravis de vous avoir avec nous pour cette session. Session donc sur la journée Financial Day. C'était une évidence, je dirais, pour F Initiativas d'être associé justement à la dynamique de cette journée. C'est un petit peu notre cœur business en termes de financement j'allais dire l'I+D, c'est le terme espagnol, de la recherche et développement. Donc oui, la réponse est oui. Et quelques mots de présentation du coup, en même temps, pour ceux qui ne connaîtraient pas F Initiativas. Voilà. Alors pour faire d'une longue histoire une courte, nous sommes un groupe de conseils dans le financement d'innovation. Nous sévissons, si tant est que ce terme ne soit pas péjoratif, à aider donc les entreprises à regarder les dispositifs en vigueur dans leurs pays respectifs, puisque nous sommes présents sur 7 pays. La France, l'Espagne, le Portugal, la Belgique, le Canada, le Chili et le Brésil. Donc sur 7 pays, 6 de qualifiés pour la Coupe du Monde. C'est ce que j'allais dire avec la victoire. La petite blague d'hier. La victoire du Chili d'hier. Donc nos bureaux au Chili étaient très contents hier soir, mais les Espagnols un petit peu moins. Donc effectivement, nous sommes 200 personnes en France, 200 personnes en Espagne, une quarantaine au Portugal, une quarantaine au Brésil et le reste un petit peu au Canada, et on vient d'ouvrir le Chili il y a 1 an et demi. Donc, voilà. Et d'accord. Un petit groupe de 500 personnes et un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros sur l'ensemble de ces activités. Voilà, toute petite structure effectivement de 500 personnes. Non, justement, une belle success story. Quelle année de création pour la société ? Alors c'est une histoire en 2 temps, puisque en ce qui me concerne, avec mes cheveux blancs, j'ai commencé à travailler dans ce domaine-là il y a à peu près 25 ans en France. Et nous avons développé la France dans un premier temps, puis l'aventure s'est arrêtée puisque nous avons été rachetés par un groupe américain à l'époque qui était intéressé dans ce genre d'activité. J'ai repris ma liberté et je vis toujours, d'ailleurs je vivais et je vis toujours entre la France et l'Espagne. Et nous avons redéveloppé ces activités en Espagne, d'où le nom d'origine hispanique, F Initiativas. On n'est pas très originaux puisqu'au départ la société s'appelait F Initiative, mais c'est peut-être le seul endroit où nous ne sommes pas originaux. Très bien. En tout cas, très bon développement, on le voit. Très bel essor. Comment vous vous projetez également dans les prochaines années sur le développement du groupe ? Ce qu'on fait généralement, c'est que comme nous, on est vraiment pure player, c'est-à-dire qu'on fait que ça. À la différence peut-être d'honorables confrères ou d'ignobles concurrents, et je passerai sur cette blague-là. On fait ça depuis en ce qui me concerne, donc 25 ans. Donc on est vraiment pure player dans ce domaine-là. Et l'évolution, pour répondre plus précisément à votre question, l'évolution qu'on se veut avoir, c'est effectivement accompagner nos clients. Donc si nos clients vont dans d'autres pays où il existe un mécanisme similaire ou associé d'aide au financement de l'innovation ou de la recherche et développement, on les accompagne. Ce qui nous a permis progressivement d'ouvrir donc en Espagne, au Portugal, au Canada, récemment donc Brésil et Chili, puisque dans ces pays-là, il existe donc des copier-coller des mécanismes existants en France, en l'occurrence en France le crédit d'impôt en faveur de la recherche. Voilà, c'était ma question sur les équivalents qu'on peut trouver au crédit impôt recherche dans le monde. Comment, pour qu'on comprenne bien justement le positionnement de votre offre ? Les équivalents, il existe. En fin de compte, la France a été précurseur en ce domaine-là, quasiment avec le Canada, en tout cas le côté français, le côté Québec, Montréal, sur le crédit d'impôt recherche. Donc en France, c'est une loi de finances de 83 qui a mis en place ce dispositif. Ce dispositif qui a été systématiquement reconduit, amélioré, adapté depuis 83. En dehors de tout changement politique, ce qui m'amène à dire que c'est au-dessus de toute conception politique. Ça a été créé sous un gouvernement de gauche, ça a été reconduit par un gouvernement de droite. Donc on est au-delà de ça, et c'est un mécanisme qui a maintenant donc plus de 25 ans et qui est très 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 mûr. Donc l'équivalent au Canada aussi. Voilà, d'accord. Donc effectivement, le fait que ce soit apolitique, c'est vraiment, on voit que l'innovation et l'aide à l'innovation est transversale et concerne tout le monde, quel que soit. Donc c'est forcément toujours positif.
Tout à fait. D'autant plus que, petite réflexion quant à notre vieille Europe, si dans notre vieille Europe on n'aide pas au financement de la recherche et développement, il va nous rester quand même peu de choses puisque les autres pays dans le monde sont peut-être plus en avance dans le domaine, en tout cas avec un potentiel de croissance plus important dans le domaine industriel, agro, etc. Donc effectivement, la R&D dans notre vieille Europe est quasiment indispensable. Alors, pour répondre encore à votre question, la chronologie des événements a fait que d'autres pays ont mis en place ce genre de mécanisme. L'Espagne, depuis pratiquement une quinzaine d'années, puis chronologiquement le Portugal. À chaque fois, ça représentait des copier-coller au système français qui avait la primeur d'avoir essuyé un petit peu les plâtres, et ça marchait pas trop mal. Donc l'Espagne s'est mis donc en copier-coller du système français, puis le Portugal. Parallèlement, le Canada, je vous l'ai dit, c'était quasiment au même timing que la France. Et puis, on a découvert donc la mise en place d'équivalents au Brésil et au Chili. Donc, je pourrais vous faire l'énoncé de chacun de ces dispositifs, mais ce n'est pas peut-être complètement le but de cette réunion. Oui. C'est simplement, ça change de nom, mais le fond du problème reste toujours le même. C'est quelle est la définition de la recherche et développement et comment analyser cette recherche et développement dans les entreprises pour pouvoir la rentrer dans un tiroir d'aide, de mécanismes essentiellement fiscaux qui correspondent bien sûr à la forme fiscale de chaque gouvernement l'ayant mis en place. Mais la philosophie est toujours la même, aider à favoriser donc le développement de la recherche et développement, qu'elle s'appelle recherche et développement en France, investigación y desarrollo en Espagne ou peu importe, ricerca e sviluppo en Italie, mais il n'y en a pas en Italie, de crédit d'impôt. Mais bon, on change la langue, mais on ne change pas le mécanisme. Voilà, on change la langue. D'ailleurs, je vous propose qu'on continue l'interview en chilien également. L'accent, je ne vous le conseille pas parce que l'accent chilien, j'aime beaucoup nos amis chiliens. L'accent chilien c'est de l'espagnol, mais avec une vitesse stratosphérique et avec un rythme comme ça. Très bien, donc on va continuer en français, mais ça ne m'aurait pas dérangé. Donc en tout cas, voilà, ce que vous disiez, c'est que en tout cas, la France qu'on décrit souvent en disant en retard sur beaucoup de domaines, là, ce que vous disiez, c'est qu'il y a vraiment, la France a essuyé les plâtres et a été précurtrice. La France a sans doute le meilleur système d'aide à la recherche et développement actuellement dans le monde. Et pour la petite anecdote, on travaille en ce moment avec un cabinet d'avocats niveau mondial qui s'appelle Bird on Bird et qui a eu en fin de compte à soumettre une proposition à la Commission européenne pour un appel d'offres parce que la Commission européenne avait besoin de faire une étude sur comment les systèmes existants en Europe fonctionnaient, les plus et les moins de chacun de ces systèmes, et de faire une étude comparative avec d'autres pays extra-communautaires. Donc l'appel d'offres a été donc retenu. Bird on Bird a eu cet appel d'offres et nous sommes inclus dans l'appel d'offres. Donc on a participé à faire travailler toutes nos équipes en France, en Espagne, au Portugal, au Brésil comme extra-communautaires pour remonter l'information des divers systèmes qui existent dans le monde pour le financement de la R&D. Et je dois dire que le système français est très très bien. Très bien. Il fonctionne très très bien, peut-être trop bien d'ailleurs. On en parle trop. Des fois, il faut en parler mieux que trop. D'accord. En tout cas, ça fait du bien de le dire aussi quand les choses sont bien faites et bien pensées. Ok. L'actualité du crédit d'impôt recherche en France. On rebondit sur ce que je viens de dire. Ouais. Je pense que effectivement, quand moi j'ai commencé dans les années début 90, il y avait à peu près 4000 déclarants. Il faut savoir sur le système du crédit d'impôt recherche en France, ça correspond à un feuillet CERFA qu'on inclut dans l'alias fiscal. C'est un feuillet CERFA érotique puisqu'il s'appelle 2069. Ça, c'est la blague pour vous, les journalistes, après. Très bien. Je note. Donc, il y avait 4000 déclarants en 90 et il y en a à peu près, je crois, 20 000 maintenant. Donc, il y a eu une forte augmentation. Tant mieux. Parce que, vous savez, je crois qu'on est tous d'accord sur la chose, pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure, sur l'importance de la R&D dans notre vieille Europe. On est tous d'accord, les acteurs économiques, politiques, universitaires, scientifiques, tout ce que vous voulez, on est tous d'accord pour constater qu'une entreprise industrielle ou de service à l'industrie qui ne fait pas un tant soit peu de R&D en Europe, elle est morte ou elle va mourir. C'est clair, c'est évident, il n'y a pas besoin de faire beaucoup plus d'études pour ça. Donc on a pris le postulat à l'envers. On s'est demandé, en fin de compte, combien y avait-il en France d'entreprises industrielles ou de services à l'industrie en vie.
Donc on a enlevé effectivement quelques sociétés ne faisant pas partie de ce panel, mais en gros il y a une bulle de 200 000 entreprises industrielles et de services à l'industrie en France. Et je vous rappelle que donc en 90 il y avait 4 000 utilisateurs du crédit d'impôt recherche et que cette année il y en aura 20 000. Et là je viens de vous dire qu'il y en a 200 000. Pourquoi ce gap ? Simplement que par manque de communication, par manque d'information, ce qui n'est plus du tout vrai actuellement, mais dans l'historique, il y avait toujours un gap entre le nombre de déclarants et la réalité économique. La réalité économique, c'est celle que je viens de vous dire, c'est qu'une entreprise qui vit, qui est en vie et qui ne va pas mourir, elle fait forcément de la R&D. Alors à l'époque, il y avait 3 raisons principales, et je vais vous les commenter très très rapidement. La première raison, c'était pas une raison, c'était le syndrome du oulala. Est-ce que vous connaissez le syndrome du oulala ? Pas encore, mais je pense que je vais le connaître On aura peut-être bientôt. des questions à ce sujet ou Ouais, peut-être des ennemis. Mais à l'époque, quand j'allais voir des entreprises qui faisaient un tant soit peu de R&D, peu importe leur secteur d'activité, et je leur expliquais le mécanisme de financement du crédit d'impôt recherche, que l'État, le gouvernement français avait mis ça en place pour les aider à faire ça, Pour eux, quoi, le chef d'entreprise se retournait vers ses conseils et leur demandait, par exemple, expert comptable ou autre, mais je n'ai rien contre cette profession, nous ne faisons pas la même et nous travaillons main dans la main. Ouais. Et la réponse était « oulala ». Oulala. Accompagné d'un grand geste de la main. On ne connaissait pas parce qu'effectivement... Et on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Voilà, ce produit était scientifique, ce produit était comptable et ce produit était fiscal. Mais c'était un mix, c'est-à-dire qu'on ne savait pas le traiter. Il se trouve que nous, on a, sur le groupe que je vous ai présenté tout à l'heure, à 80%, nous sommes de formation scientifique, donc c'est-à-dire qu'à 80% de notre staff, ce sont des ingénieurs, des docteurs, des techniciens qui savent parler chiffon avec leurs homologues dans les sociétés. Donc bref, après ce premier syndrome du oulala qui s'est compensé, puisque vous voyez, il y avait 4 000 déclarants en 90, il y en a 20 000 maintenant. Voilà, donc il y avait un déficit de communication. Le deuxième syndrome ou le symptôme, c'était le syndrome de M. Jourdain. Et le syndrome de M. Jourdain, c'était le même entrepreneur qui, en fin de compte, faisait de la R&D sans savoir qu'elle était éligible à. C'est-à-dire que j'avais des tas de chefs d'entreprise qui me disaient « Mais oui, mais Monsieur Boutet, mais oui, c'est bien ce que vous me dites là, mais en fin de compte, moi, je suis payé pour le faire. » Ah, oui, d'accord. Effectivement, vous êtes payé, mais heureusement, d'ailleurs, heureusement que vous soyez payé pour le faire parce que vous avez une entreprise avec des bénéfices industriels et commerciaux et je vous souhaite de gagner de l'argent et de payer de l'impôt. Mais justement, le but du législateur, c'est de vous aider à développer encore plus cette tendance R&D. Donc les gens ne savaient pas l'utiliser et faisaient de la R&D en pensant que de toute façon, comme ils étaient payés pour le faire, ils ne pouvaient pas bénéficier de ce genre de mécanisme, ou peut-être d'une manière très humble, pensaient qu'en fin de compte, ce qu'ils faisaient, c'était leur métier et point. Et en fin de compte, oui, c'était peut-être un peu innovant. Donc c'était un déficit d'information, de communication autour de ça. Un manque de prise de conscience que ce qu'ils faisaient était... on pense ne pas être concerné alors que d'accord. Syndrome de M. Jourdain. Qu'on peut être éligible, d'accord. Oui. Et il en reste un encore. Et le troisième qui n'est plus vrai, c'est pour ça que c'est la fin. Le troisième, au départ, c'était le fait qu'il n'y avait pas d'information. C'était que le chef d'entreprise ou les instances dirigeantes ou les associations professionnelles, etc., n'avaient que très peu d'informations sur ce mécanisme. Et on allait voir les chefs d'entreprise, on allait voir les représentants de différentes filières métiers, et on nous prenait pour des martiens. Ils n'en avaient pas entendu parler. Parce qu'on leur expliquait que le gouvernement, l'État avait mis en place des mécanismes qu'il fallait utiliser, mais ce n'était pas bien défini. Or, maintenant, c'est un petit peu l'inverse, d'où ma boutade de tout à l'heure. Il faut bien sûr en parler, mais peut-être pas trop. En ce moment, on en parle trop souvent, et parfois il y a des petits dérapages, mais la réalité du système, c'est que c'est un mécanisme, et je peux vous le confirmer avec un point de vue peut-être un petit peu plus de recul, avec une vision un peu plus internationale. Le mécanisme français fonctionne mieux que les autres, et les retombées économiques sont relativement importantes. Il se trouve qu'il y a quelques années, on a eu des rapports du Sénat français, rapport Berson, je crois, d'un sénateur, sur l'incidence économique de l'application du crédit d'impôt recherche. On s'est aperçu à 10 ans que 1 euro qui était arrivé par l'incidence de ce mécanisme fiscal avait entraîné 1,3 d'augmentation du PIB à 10 ans. Donc il y a une vraie incidence économique. Et je finirai juste sur ça. Après, je vous laisse la parole. Après, je vous laisse respirer, reprendre votre respiration quand même. C'est le fait que, encore une fois, je le répète, dans notre vieille Europe, après, si vous voulez, on parlera des autres pays où nous sévissons également, mais dans notre vieille Europe,
Si on n'aide pas la R&D, eh ben on va juste mourir. On peut faire après d'autres activités plus nobles, mais en termes industriels et services à l'industrie, la R&D est fondamentale en Europe et c'est bien qu'elle soit sponsorisée par l'État, par le contribuable que nous sommes tous. Point. Très bien. Un mot pour rappeler que sur cette journée, là, dans les interviews qu'on a fait depuis tout à l'heure, on parle de levée de fonds, on parle d'innovation. À côté de nous, en face de nous, on parle de la French Tech également. Tout ça, ça doit vous faire plaisir. Ça va dans le sens justement de la croissance, de l'innovation. C'est vraiment votre pain quotidien. Quoi. Tout ça est très lié parce qu'une entreprise qui veut avancer, qui serait ou qui sera en croissance, bien sûr, va avoir besoin de carburant. Et le carburant initial reste le carburant financier. Donc la levée de fonds et les différentes aides qui sont complémentaires. Il y a des aides effectivement internes. On parlait du crédit d'impôt recherche, mais il y a aussi des levées de fonds qui peuvent être faites avec des acteurs privés. Et ça peut aller jusqu'à accompagner des entreprises dans leur cercle vertueux de croissance et de succès, jusqu'à effectivement aller vers des introductions en bourse pour lever encore plus d'argent et pour en gros se servir de l'argent non pas par le côté moins noble de l'aspect financier et de l'argent, mais de s'en servir comme un carburant pour aller encore plus développer, prendre des marchés complémentaires. Et d'ailleurs, là où encore, vous avez raison, dans le cadre de... Nous, on a constaté depuis très très longtemps qu'il y avait un lien fort entre la R&D et l'export. Généralement, une entreprise qui va faire de la R&D ou se rendre compte qu'elle en fait et en tout cas l'améliorer, va être capable de sortir des meilleurs produits, des meilleurs process, des meilleurs services et donc indéniablement d'avoir une capacité à prendre des nouveaux marchés. Et généralement, ça ne s'arrête pas au village Rhône-Alpes, ça ne s'arrête pas au village France, ça déborde des frontières et ça s'appelle tout simplement de l'export. Donc il y a un lien fort entre la R&D et l'export. Et pour revenir sur ce que vous disiez fort justement tout à l'heure, il y a besoin de carburant. Donc il y a besoin de levée de fonds, il y a besoin d'acteurs privés, il y a besoin juste d'intelligence au sens noble du terme, au service du développement d'entreprises qu'on représente, me semble-t-il, tous ici. Tout à fait. Et effectivement, comme vous l'avez dit, innovation et international sont intimement liés. Vous avez utilisé il y a quelques instants le mot croissance. Dernière question, votre croissance à vous, est-ce qu'aujourd'hui vous avez des besoins en termes de recrutement ? Oui, effectivement, nous sommes une société en croissance et de croissance, avec tous les problèmes liés à la croissance, c'est-à-dire que on se sert effectivement du carburant précédemment cité, c'est-à-dire le financement, mais on le fait tout seul. On a la chance méritée, je l'espère, d'être complètement indépendant et d'avoir aucun endettement et des fonds propres nécessaires et suffisants à assumer notre bon développement. Donc effectivement, la croissance, on continue. C'est un cercle vertueux, comme je précisais tout à l'heure, mais ça coûte beaucoup parce que je vous rappelle, et je pense qu'il y a des gens à même de comprendre ça mieux que moi encore dans des domaines financiers, la croissance, ça coûte beaucoup en BFR et c'est une course-poursuite permanente. Donc oui, on embauche en France essentiellement donc une population d'ingénieurs, de docteurs, de gens scientifiques. Et en France, en Espagne, Portugal un petit peu moins en ce moment, c'est un peu plus difficile. Au Brésil, juste après la Coupe du Monde, et au Chili, dès qu'ils seront remis de l'émotion du match d'hier soir. Oui, nous sommes une petite société en croissance avec des valeurs humaines et complètement pure player, comme je disais au tout début, et indépendante financièrement. On fait tout ça avec nos petites mains. Très bien. Frédéric Boutet, on va s'arrêter là. Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci à vous. On vous souhaite évidemment une bonne continuation, un bon développement, peut-être à l'année prochaine pour nous tenir au courant de votre évolution et de nouveaux pays, bref, que sais-je, de nouveaux projets. Merci beaucoup. Je vous propose de remercier Frédéric par quelques applaudissements et on clôturera ainsi cette présentation. Merci Frédéric.